Bien, on va tout de suite attaquer cette table ronde. Donc je vais reprendre l'image un petit peu de mon ami Guillaume Lecointre de ce matin. Je vais essayer d'être un lanceur de balles. C'est bientôt la saison de Roland-Garros, hein, donc c'est l'époque. Et puis surtout, je crois qu'un objectif de cette table ronde, ça va peut-être essayer de vous remonter le moral. Parce que je trouve qu'après les exposés de cet après-midi, on en a peut-être un petit peu tous besoin. Donc je vais commencer par un petit discours général, mais pas trop long, je vous promets. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les exposés qu'on a entendus, y compris ceux de ce matin, pour moi, ils illustrent très bien la nécessité de la pluri- et de l'interdisciplinarité. On ne va pas s'en sortir en découpant les choses en tranches. Ça signifie effectivement que la réponse, s'il y a une réponse à la question « l'homme peut-il s'adapter à lui-même ?», cette réponse, elle est nécessairement complexe. Tout simplement parce que tout est tissé ensemble et tout se tient, comme nous l'a cité Ségolène Royal ce matin. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de se préparer à esquisser des réponses compliquées, ce qui, par définition, n'est pas simple. Bon, c'est un peu une tautologie. Par ailleurs, on a eu deux exposés ce matin, un sur l'origine de l'univers par Hubert Reeves et l'autre sur l'origine de l'homme par Yves Coppens, qui nous montrent aussi qu'il faut avoir du recul pour répondre à ce type de questions et pour bien positionner nos actions à venir. Il faut se positionner dans le temps. Et puis une petite pirouette, de ce point de vue, le Collège de France, qui est par nature un établissement pluridisciplinaire, et puis qui est né en 1530, on peut espérer qu'un établissement comme celui-ci soit le lieu idéal pour avoir un regard complexe sur le temps long, et je pense que cette tribune du Collège de France est absolument parfaite pour aborder ce genre de questions, à la fois dans le temps et dans sa complexité. Alors, avant de lancer le débat lui-même, il ne faut pas oublier non plus, ça a été dit aussi à plusieurs reprises, que l'homme est inclus dans l'histoire de l'univers. C'est ce que nous a dit Hubert Reeves dans la belle histoire, dans la partie belle histoire. L'homme fait partie du système. Si on revient un petit peu en arrière, dans les relations homme-nature, pour employer un langage un petit peu simple, pendant des siècles, voire des millénaires, l'homme a été contre la nature. La nature était hostile, c'était quelque chose qu'il fallait conquérir, il fallait se défendre de la nature. On a éradiqué les lions de la Grèce et de l'Europe, on a éradiqué les lions de l'Afrique du Nord, parce que quand on était agriculteur, ce n'était pas agréable d'avoir un lion qui sortait du coin pour vous bouffer. Donc la nature, elle devait être domptée, elle devait être conquise. Et puis, un peu après le milieu du siècle dernier, on s'est rendu compte que la nature, finalement, elle était un petit peu fragile, qu'on était peut-être nombreux par rapport à ça, que la nature, elle était fragile, qu'on s'est mis un peu au chevet de cette nature. Il y avait une nature à soigner, à préserver, il fallait faire un petit peu attention. Et c'est ce qui nous tient encore en grande partie aujourd'hui. Et ça a été également dit ce matin, mais je souhaite le répéter parce que c'est vraiment très important, on est en train de vraiment de prendre conscience, et à grande échelle, donc collectivement, que l'homme est dans la nature. Nous ne sommes pas externes au système, on est complètement dans le système. Et je ferai une comparaison là également sportive. Après Roland-Garros, j'évoquerai la prochaine Coupe du Monde de football à Rio de Janeiro, soit au Brésil. C'est-à-dire que nous sommes en position de joueur, on n'est pas en position d'arbitre. On est sur le terrain, on n'est pas en train de regarder les autres espèces s'agiter sur le terrain. On est nous-mêmes une espèce qui s'agite sur le terrain, et on fait partie du jeu. Et à la limite, si on est cynique, on peut dire que dans le grand jeu de l'évolution, le fait qu'il y ait une espèce qui ait une intelligence un petit peu importante et qui fasse n'importe quoi avec son intelligence, ben après tout, ça fait aussi partie du jeu de l'évolution. Si on veut prendre un petit peu de recul. Alors, pour revenir un petit peu au fond de la question, j'ai également entendu ce matin, toujours de la part d'Hubert Reeves, qui a dit « si nous gagnons, nous sommes perdus. Si nous gagnons contre la nature, nous sommes perdus. » Et je pense qu'un des enjeux de cet homme qui doit s'adapter à lui-même, qui doit aller au-delà de ça, c'est de sortir de cette logique fataliste. Car encore une fois, nous savons que nous savons, on a une conscience de ce qu'on fait, on a une conscience qui nous permet de nous projeter un minimum vers le futur et qui nous permet, en théorie, ça a été dit tout de suite à propos du climat, on a un libre arbitre, ça nous permet en théorie de savoir ce que nous faisons. Et donc pour organiser ce débat, je vous propose un débat un petit peu en deux temps. Un premier temps assez rapide où on va essayer d'aborder un petit peu certaines questions d'économie uniquement. Et puis ensuite, pour la suite du débat, moi ce que je souhaiterais faire, c'est essentiellement parler d'interaction. On a eu cet après-midi des exposés sur la biodiversité, sur la pêche,
sur les sols, sur le climat. Et ce que j'aimerais voir, c'est comment tout ça, finalement, ça relève éventuellement de la même logique ou de logiques différentes, et comment les choses s'impactent éventuellement les unes avec les autres. Et j'aimerais, dans cette discussion, autant que faire se peut, donc je m'adresse à tous ceux qui pourraient poser des questions ou faire des commentaires, qu'on essaye de dépasser les constats plus ou moins pessimistes ou des évidences finalement maintenant relativement connues, comme quoi il y a des espèces qui disparaissent, il y a des espèces qui sont de moins en moins nombreuses, pour répondre au sous-titre du colloque, et pas seulement à son titre, quelles options futures? Vers quoi peut-on aller? Comment peut-on essayer de dépasser les choses? Mais j'arrête de parler, je vous ai promis que je ne serais pas trop bavard. J'espère que je ne l'ai pas été. Et je donne tout de suite la parole à mon voisin de gauche pour évoquer les aspects économiques qui n'ont pas été traités cet après-midi. Non, on ne peut pas dire que les aspects économiques n'ont pas été traités, et notamment ce qui a fait la très grande qualité de ce que j'ai eu la chance d'écouter cet après-midi, c'est que justement il y a des aspects économiques, sociaux, politiques qui ont été traités, affirmés avec force, et tous fondés sur une connaissance extrêmement approfondie et claire du domaine qui était traité. Et c'est ce qui fait toute la valeur de ces deux journées. En tout cas, de cette journée. Parce que précisément, n'ayant pas la possibilité d'être là demain matin, je suis plus méfiant à l'égard de ce qui pourra être dit dans la matinée de demain au vu des intervenants que vous allez trouver. Et je tiens tout d'abord à attirer votre attention sur le fait qu'il faut énormément se méfier des économistes. Il faut se méfier des économistes parce qu'ils ont été les grands accompagnateurs finalement de la modernité telle qu'elle s'est développée avec la révolution industrielle. Et donc, il y a eu des gens comme Malthus pour soulever des problèmes, mais avec une dimension très morale. Et au fond, ce qu'il y a eu de commun entre le libéralisme et le communisme, c'est l'idée prométhéenne que la nature était illimitée, que l'homme pouvait aller vers une croissance totalement indéfinie de ses ressources dans le monde terrestre. Et donc, il nous faut aujourd'hui réapprendre effectivement le sens des limites et réapprendre le fait qu'on ne peut pas céder à la démesure tous azimuts. Alors, c'est une question très complexe puisque le monde d'aujourd'hui nous montre à chaque instant, au contraire, que la démesure est au cœur du fonctionnement de l'espèce humaine, à la fois dans nos pratiques individuelles comme dans nos pratiques collectives. On le voit dans le domaine de la finance, on le voit dans le domaine de l'affirmation de la puissance par les États. Et la façon de s'y opposer peut être double. Elle peut être de retourner à une morale qui est celle des ermites, des premiers chrétiens ou de ceux qui nous montrent parmi les écologistes qu'on peut essayer de vivre avec une grande sobriété volontaire. Mais je ne pense pas qu'on puisse imposer ça à toute la population. Je veux dire, la libération qu'a apporté l'individualisme contemporain, et dont je me félicite moi-même étant de la génération des chevelus 68 arts, cette libération et l'hédonisme qui est allé avec me paraît un progrès à l'échelle de l'histoire de l'humanité, d'autant plus qu'elle s'est accompagnée notamment de l'émancipation pour des femmes, ce qui représente quand même un peu plus de 50% de la moitié de l'humanité. Donc toute la question aujourd'hui, c'est d'inventer des modes de production, des modes de consommation, des modes de vie qui nous donnent plus de bien-être, plus de bonheur individuel et collectif, tout en les rendant compatibles avec les défis écologiques qu'on vient d'apprendre cet après-midi. Alors, sur ce point, si vous me laissez une dizaine de minutes, il y a deux points sur lesquels j'aimerais bien revenir, et puis peut-être un troisième. Le premier, c'est que le propre de l'économie, précisément, c'est qu'elle s'intéresse d'abord à la production marchande ou à la production qu'on peut monétariser. C'est-à-dire que même la production non marchande, par exemple l'activité intellectuelle des chercheurs qui sont ici, est évaluée monétairement. On considère que ce qu'ils produisent vaut à peu près ce qu'on les paye. Alors, bien entendu, votre valeur est infiniment plus grande que votre salaire, mais c'est la convention qu'a retenu l'INSEE pour évaluer votre contribution à la vie économique, qui est évidemment à peu près 50 à 100 fois inférieure à celle d'un trader, mais c'est comme ça que fonctionne l'économie, j'en suis désolé. Alors, sur ces bases, on voit bien que la façon dont on calcule la valeur de la richesse qu'on produit dans un pays,
en accumulant toutes ces richesses monétarisables ou monétaires et qui nous donnent le PIB, ne rend absolument pas compte de tas de choses qui sont essentielles et sans lesquelles notre vie individuelle et collective serait un enfer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la vie domestique, on n'a pas le travail gratuit que font les parents pour s'occuper de leurs enfants, on n'a pas la coopération qui fait que si dans une entreprise, même privée, même capitaliste, les gens n'avaient pas un minimum envie de travailler ensemble, tout s'effondrerait évidemment dans la minute. Et donc, toutes ces choses qui font une grande partie de la richesse de notre société ne sont pas comptabilisées par les économistes et n'ont pas de valeur. Et il est évident qu'une des choses qui ne comptabilisent particulièrement pas, c'est évidemment l'ensemble du capital naturel, comme on l'a vu, puisque le PIB est d'abord une sorte de compte d'exploitation et qui ne fait pas un réel bilan, effectivement, de ce qu'on avait comme ressources au début de l'année et ce qu'on a comme ressources à la fin. Et on peut détruire, évidemment, énormément de ressources, pour autant que ça a produit un flux de richesse. Effectivement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Alors, les économistes, qui ne sont pas complètement stupides, ont fini par comprendre que la façon dont on pouvait résoudre ce problème, c'était au contraire d'étendre le champ de l'économie. Et qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent de compter, de monétariser, de mettre des prix sur la nature. Alors, on parle des services écosystémiques qu'on va évaluer pour tant de milliards d'euros, etc. On l'a retrouvé d'ailleurs dans un certain nombre de présentations qui étaient faites aujourd'hui. Et toutes ces démarches sont utiles et pédagogiques, pour autant qu'elles permettent de fait de situer des enjeux. Quand on nous dit la destruction de ceci ou les services que rend la pollinisation par les abeilles, c'est l'équivalent de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, dans l'esprit du bon peuple, ça fait beaucoup, hein, parce que ça fait beaucoup plus que ce qu'on gagne chaque année. Et donc, quand on vous dit 15 milliards d'euros, on se dit faudrait peut-être réfléchir à cette question des abeilles. Donc, de ce point de vue-là, il y a un travail pédagogique qui est fait. En revanche, quand les économistes... tous ceux qui ne sont pas des ecological economists, enfin ceux qui ne sont pas des économistes écologiques, qui est une petite secte extrêmement peu nombreuse dans la grande galaxie des économistes, tendent à mettre des prix sur tout, ils restent dans leur logique économique, qui est qu'au fond, pour produire des richesses, il faut différents facteurs. Alors il faut du travail, il faut du capital, et puis le capital naturel, maintenant, on peut lui mettre un prix. Et on sait très bien que dans une fonction de production, si on a moins de machines, il suffit de mettre moins d'hommes. Si on a moins d'hommes, il suffit de mettre plus de machines. Eh bien là, c'est pareil. On va avoir moins de capital naturel parce qu'il se détruit. Il suffira de mettre plus d'intelligence et finalement, on va y arriver. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y aurait une sorte de substituabilité possible à valeur égale, une fois qu'on a tout monétarisé, qu'on a tout calculé, qui permettrait de substituer la destruction de la nature par plus d'investissement en machines ou en individus. Alors, je simplifie un peu, mais c'est quand même ça l'esprit dans lequel fonctionnent les économistes. Or, il n'y a pas besoin d'être un éminent spécialiste d'écologie pour comprendre que tout ce qui n'est pas remplaçable a une valeur qui n'est pas calculable. Je veux dire, dès lors que nous ne sommes pas capables de créer un ver de terre, je veux dire, si les vers de terre disparaissent, si les bactéries qui rendent le sol capable de faire pousser les plantes disparaissent, on n'est pas capable de reproduire, de refaire ces bactéries. Et donc, le coût de la disparition d'une espèce est un coût, du point de vue de l'économiste, qui devrait être considéré comme un coût infini. Et comme on ne sait pas calculer des équations dans lesquelles un élément est un infini, la seule façon de le faire, c'est d'introduire, en plus du PIB, qui est un indicateur qui a beaucoup de qualité par ailleurs pour des tas de raisons, mais d'avoir des indicateurs qualitatifs qui nous permettent de suivre effectivement la façon dont évoluent certaines ressources. Donc on ne peut pas laisser la nature dans les mains des économistes sans prendre de gros risques. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde chose, non mais Gilles m'a vivement incité à parler, donc du coup j'ai préparé quelque chose et vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Alors, la seconde chose qui me paraît essentielle, c'est de réfléchir aux raisons politiques pourquoi on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Alors, tout a été dit en fait, tout a été dit, mais on peut un peu les réunir pour donner du sens. Alors, il y a d'une part la question du temps politique, je ne reviens pas là-dessus, Hubert Reeves en a très bien parlé ce matin. Il y a des questions sur lesquelles on ne parle pas très bien ici, peut-être en raison que la chaire a été créée avec le soutien d'une compagnie pétrolière que je ne citerai pas, mais qu'il y a quand même des intérêts très importants qui sont en jeu, il faut le dire.
il ne faut pas avoir peur de faire un peu de politique dans ce domaine. C'est vrai que si on regarde qui finance aux États-Unis les officines diverses qui disent qu'il n'y a aucun problème avec le climat, etc., ce n'est pas compliqué à trouver, c'est plutôt des grandes compagnies pétrolières. Bon. Donc, de fait, on a quand même des enjeux en termes d'intérêt qui sont des enjeux extrêmement importants. Et ensuite, on passera à d'autres systèmes d'intérêt qui sont les logiques de puissance. Les logiques d'intérêt sont importantes. Et elles sont importantes dans la mesure où à la fois les entreprises comme leurs salariés ont intérêt à la poursuite de la croissance, à la poursuite d'une logique du toujours plus. Parce que dans une économie de marché faiblement régulée comme l'est la nôtre, je veux dire, la survie, c'est d'abord dans la croissance, c'est ça qui vous permet de dégager des économies d'échelle, de bouffer vos voisins, de bouffer vos concurrents, et c'est la logique du monde dans lequel on est aujourd'hui. Le troisième point qui me paraît essentiel, c'est qu'on vit dans un monde extrêmement inégalitaire. Alors, ça a été dit par Gilles, qui a très gentiment fait allusion à notre bouquin, mais c'est vrai que ces inégalités, on le voit bien à la fois dans le champ national, puisque les riches veulent préserver une situation qui leur donne un certain statut social, et les pauvres crèvent d'envie d'essayer de les rattraper et d'adopter le même niveau de vie. Mais au niveau international, on le voit bien, dans la mesure où face à des enjeux globaux comme le climat, ce qui rend extrêmement difficile la négociation internationale, et ce qui fait que chaque État a tendance à avoir une logique de passagers clandestins, c'est que ça suppose des compromis sur les droits à polluer qui vont très au-delà le jugement moral qu'a énoncé Valérie sur le fait que les plus pauvres devraient avoir le droit, effectivement, est un jugement absolument incontestable. Mais ensuite, chacun a des bonnes raisons de dire qu'il n'y a pas de raison qui change. Je veux dire, quand les Américains disent « the American way of life is not negotiable », je veux dire, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, on est sur une situation extrêmement complexe liée aux inégalités. Et puis, il y a un quatrième point qui est le plus dramatique, c'est que les menaces qui sont devant nous, les pénuries de ressources qui sont annoncées, les effets du changement climatique en termes de risque de conflit, etc., font que chaque nation est incitée à poursuivre la course en avant vers la croissance, parce que la croissance est synonyme de puissance, et la puissance, c'est ce dont on va avoir besoin demain pour se prémunir dans la guerre de tous contre tous qui s'annonce, contre les effets précisément que vous avez dénoncés. Et les raisons même, les peurs que vous agitez, ont précisément pour effet, chez une partie des décideurs, de dire, pour avoir ensuite notre liberté d'action, il va falloir absolument qu'on continue à croître, parce que c'est comme ça qu'on accédera aux dernières terres cultivables, c'est comme ça qu'on aura les dernières gouttes de pétrole du Proche-Orient, c'est comme ça qu'on aura les derniers poissons, etc. Et de fait, notre comportement est largement un comportement de ce type. Donc, dans ces conditions, tout ce qui fait qu'on est capable aujourd'hui d'augmenter la résilience de nos sociétés, qu'on est capable d'être moins dépendant, c'est à la fois un investissement pour l'écologie, mais c'est aussi un investissement pour la paix. Et alors, c'est le dernier point, j'en ai pour 2 minutes, c'est qu'il faut absolument arriver à sortir, et c'est peut-être une condition pour que nos dirigeants changent de comportement, arriver à sortir de cette dialectique du court terme et du long terme. Dire, on a trop tendance, nous, quand je dis nous, je pense qu'on partage largement les mêmes objectifs, trop tendance à dire le long terme. Et il faut absolument court-termiser, en quelque sorte, les enjeux dont nous parlons entre nous, surtout que c'est ce qui ressort avec évidence de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et quand je dis le court-termiser, ça veut dire que dans nos dirigeants, qui sont dans l'ensemble plutôt des gens qui ont des formations économiques, ils sont passés à l'ENA, on leur a donné des cours d'économie, parfois, certains d'entre eux ont été de la promotion Voltaire, même un grand nombre aujourd'hui. Et ces gens-là, à l'ENA, qu'est-ce qu'on leur a appris? Parce que ça, vous êtes des scientifiques, vous ne savez pas ce qui s'apprend à l'ENA. Alors moi, je vais vous le dire. Ce qu'on leur a appris, c'est que l'économie, il y a d'une part le court terme et le long terme, et puis il y a le conjoncturel et le structurel. Et que donc, le long terme, toutes ces choses-là, c'est très important, mais ça relève de grands facteurs qu'étudiait l'économie classique, le progrès technique, etc. Et puis moi, qui suis un politique, je suis dans le court terme, dans le conjoncturel, et je commence par régler les problèmes conjoncturels, l'emploi, la dette publique, les équilibres de machin, et puis c'est des problèmes en plus énormes et dramatiques. On a le chômage, on a l'euro qui risque d'exploser, on a la crise européenne, on va avoir peut-être, si vous ne votez pas tous, eh bien, dimanche prochain, des résultats quand même assez déprimants le soir du dimanche. Donc toutes ces questions sont évidemment des questions majeures également.
également. On ne peut pas les négliger au nom de l'intérêt des macros, des anchois, etc. C'est aussi des questions essentielles. Et donc, notre question, c'est d'arriver à faire comprendre à ceux qui nous dirigent que dans la façon dont ils adressent les questions dites de court terme, il faut immédiatement intégrer des solutions au long terme, et que c'est d'ailleurs la meilleure façon de résoudre ces questions de court terme en leur donnant en plus une dimension sociétale, donnant plus de bien-être aux personnes. Bon, l'exemple basique, c'est par exemple investir dans l'isolation des logements, ça fait de l'emploi dans le bâtiment, ça permet d'importer moins de matières premières énergétiques non renouvelables, donc c'est bon pour la balance commerciale, ça crée de l'emploi et ça augmente le pouvoir d'achat des personnes qui ont moins de dépenses de chauffage. Donc a priori, c'est le genre de choses qu'on devrait faire rapidement. Et d'ailleurs, je tiens à insister là-dessus, que c'est pas seulement l'enjeu de l'électricité et de sa production, que c'est essentiellement aussi le chauffage du bâtiment et les transports qui sont les enjeux majeurs en termes de consommation énergétique. Voilà, j'ai déjà parlé trop longtemps. Je redonne la parole. Oui, donc... Bravo. Donc demain, vous serez prudent en écoutant les économistes qui nous parleront demain. Et j'avais une question justement sur quelle piste vers une nouvelle économie. Donc je pense que vous avez parfaitement répondu. Je ne vais pas répéter. Et qui parle ce soir. Voilà, mais j'avais une question sur quelle piste pour la nouvelle économie, et je voulais rebondir sur alternative économique justement dont vous avez parlé. Vers une nouvelle slow attitude, peut-être, je ne sais pas comment la faire, si c'est une slow attitude généralisée qui dépasse les aspects poissons également. Je pourrais vous en dire d'un mot, mais j'ai déjà trop parlé. Donc non, je vais laisser... Si j'ai 3 minutes à la fin, voilà. Oui, parce que je vais laisser parler un peu les autres aussi. Je vais essayer de leur donner la parole quand même. Bon, dans l'économie du temps. Bien, alors comment on essaye d'organiser un petit peu ces interactions entre les exposés qu'on a entendus parce que tout est lié, en fait. Alors, je peux aborder les points de manière très générale et dire comment on peut lier la vie, le climat, les sols, l'économie, et puis on essaye de brasser un petit peu tout ça. J'avais une piste de départ qui était un petit peu plus étroite, mais que j'avais envie de commencer par explorer. C'était de demander à la fois à Philippe Curie et à Daniel Nahon d'intervenir en parallèle. J'ai trouvé très intéressant leurs deux exposés, les autres aussi, bien sûr, hein, mais particulièrement leurs deux exposés par leurs similitudes. Les contextes sont très différents, mais finalement, ils nous analysent des symptômes assez similaires, c'est-à-dire des efforts de plus en plus grands pour exploiter soit des poissons, soit des sols, et puis finalement une certaine stagnation dans le système depuis un certain nombre d'années, quelques décennies. Donc j'aimerais qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils en pensent sur ce parallélisme pêche-sol, et puis éventuellement derrière cette question, est-ce que la solution agricole, c'est-à-dire aquaculture pour la pêche, amènerait d'autres problèmes, et c'est-elle une réponse à la question des pêches ou pro parte? Donc je vous laisse la parole à tous les deux dans l'ordre que vous voulez. Voilà, alors à propos de la similitude dans l'extraction et l'exploitation de ces ressources renouvelables, que ce soit ou non renouvelables, que ce soit le pétrole, que ce soit le charbon, on a vu, que ce soit les productions végétales, on observe des courbes qui sont assez similaires. C'est-à-dire qu'on a eu cet accroissement jusque dans les années 80, et puis une stabilisation. Alors cette stabilisation, en réalité, c'est une dynamique, c'est une vraie dynamique. C'est une vraie dynamique, et vous savez, en finance, il y a la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, c'est faire croire que ça marche alors qu'il y a plein d'astuces. Et en réalité, pour maintenir ces choses comme si elles étaient durables, on a fait des montages spéculatifs sur la nature. Alors on a fait, c'est-à-dire on vous fait croire qu'il y a plein de pétrole. Alors d'ailleurs, pour le pétrole, c'est intéressant, il y avait une interview du président de Total, M. Marjorie, et qui disait le coût de l'extraction, il était halluciné par le coût de l'extraction, parce que maintenant, on va à 6000 mètres, et il y a des forages qui coûtent jusqu'à 50 milliards. 50 milliards pour explorer des nouveaux gisements. Donc on fait croire qu'il y a une certaine durabilité, que ce soit pour le charbon, je vais montrer les courbes, pour les cultures, c'est pareil, il faut mettre de plus en plus de fertilisants, pour l'halieutique, il faut mettre de plus en plus d'efforts. Donc il y a ce montage qui fait croire que on stabilise ou on arrive encore à augmenter certaines productions, mais c'est inapparent. Donc c'est reconnaître finalement qu'il y a ces limites. Alors, c'est vrai, ce qu'on disait, c'est qu'on est submergé de mauvaises nouvelles. On est submergé de mauvaises nouvelles,
Pardon, oui, je bouge beaucoup. On est submergé de mauvaises nouvelles. Alors, je voudrais vous raconter une anecdote. Au Pérou, dans les années 70, il y avait un chercheur et puis tout un groupe là qui disait « Oh là là, l'exploitation de l'anchois du Pérou est beaucoup trop intense. Donc, il va s'effondrer. » Donc, 73, vous savez, c'est la plus grosse pêcherie mondiale. Il y a eu un effondrement de cette ressource, bon, pour des événements environnementaux, mais aussi une surexploitation. Puis après, il y a un économiste qui, 2 ans après, s'est dit « Tiens, ça serait intéressant de voir comment les gens, finalement, auraient réagi en ayant une connaissance parfaite, une prédiction, comme toutes celles qu'on est en train de vous faire sur notre futur. » Alors, il a été voir les banquiers, il a été voir les pêcheurs, il a été voir toutes les parties prenantes, et puis leur demander « Bon, maintenant, vous savez qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que vous faites ?» Et on s'aperçoit qu'on est incapable. On est incapable de mettre en place des mécanismes pour réagir. Et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle. On a plein de prédictions. Et pourquoi les gens ne prennent pas les prédictions? C'est parce qu'il y avait une publication récente qui m'a fasciné dans Science, c'était justement de neurobiologie, qui montrait que notre cerveau est envahi du présent et un peu du passé, mais il est incapable d'assimiler le futur. Donc pour s'adapter, il faudra peut-être changer aussi la communication qu'on fait. Et la communication qu'on fait, je pense qu'il faut, plutôt que se dire qu'il y a plein de choses un peu terribles qui sont en train d'arriver, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on veut? Quel monde on veut? Quel monde on désire? Un monde désirable et une vision commune de ce monde désirable. Donc ça, c'est une chose qui est, d'un point de vue communication, qui est un travail assez complexe à faire, mais qui aussi, on peut répondre à ces questions-là, si on veut quelque chose, dans les 20 ans ou 30 ans. Les scientifiques peuvent alors articuler leur savoir et dire, ben voilà, ça c'est de l'ordre du possible, et puis répondre aux questions, qu'est-ce qui se passe si les politiques viennent et puis disent, ben, on voudrait faire ça, on voudrait doubler le nombre de pêcheurs, ou faire ceci ou cela. On est capable aujourd'hui de construire des scénarios pour dire, eh ben, si vous doublez le nombre de pêcheurs, est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce que ça va donner dans une dynamique complexe? Et là, je reviens à ta question, Bruno. Ça va être des dynamiques complexes, mais ces dynamiques complexes-là, il faut qu'on les déroule pour prendre des décisions. Parce que quand vous dites à un politique, et c'est ce qui est arrivé dans les pêches durant ces 50 dernières années, voilà, il faut pêcher tant de tonnes de morue. Alors bien sûr, le politique, il vous dit, mais moi j'ai des contraintes. J'ai des contraintes sociales, économiques, j'ai plein de choses, je vais aller là, il va falloir que j'aille discuter, etc. Donc ça, ça aide pas les prédictions. En réalité, ce qui aide, c'est de construire ces scénarios pour aller vers un objectif. Voilà. Merci, oui. Louis, je voulais donner la parole à Daniel Nahon pour le parallélisme avec les sols aussi. Oui, je ne voudrais pas répéter ce que j'ai dit parce que ça a été très factuel, mais je voudrais plutôt compléter. On a eu quand même un siècle, c'est ce que j'ai essayé de montrer au début, qui était un siècle assez extraordinaire, avec une agriculture qui a tiré beaucoup de choses de l'environnement, et puis maintenant on a une rétroaction, c'est-à-dire l'environnement a été tellement épuisé qu'il faut trouver un autre moyen de faire. Mais c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on monte une exploitation agricole, on ne la monte pas pour 10 ans, on la monte pour 30 ans. C'est connu une entreprise agricole. Et imaginons, puisqu'on fait le parallèle avec une industrie, l'agriculture et l'alimentaire, on n'a jamais eu autant de clients, c'est-à-dire de population qui a faim, donc on n'a jamais autant produit, on n'a jamais autant mieux produit, autant beaucoup produit, et donc ça devrait être une entreprise florissante. Et quand on voit l'état des paysans aujourd'hui, en particulier des petits paysans, dont beaucoup sont au bord du suicide, et même chez nous, les paysans dont la moitié du salaire sont des subventions, et pourtant ils aimeraient bien se débrouiller tout seuls, on peut se poser des questions en disant c'est que ça va mal. Si on avait une entreprise comme ça,
où l'entrepreneur n'arrive plus à vivre alors qu'il y a plus de clients, qu'on produit plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et c'est qu'il faut changer le système. Alors, je ne dis pas qu'il faut changer le système immédiatement, parce que c'est long, mais il faut s'y atteler et trouver d'autres approches, parce qu'on aura toujours besoin de fournir de la nourriture à beaucoup plus de gens. Et il n'y a pas simplement les 9 ou 10 milliards de personnes à nourrir dans les 2 ou 3 décennies qui arrivent. Il faut produire pour des centaines d'années, des millénaires, et plusieurs millénaires, j'espère. Et donc, il faut trouver un moyen qui n'épuise pas ces ressources. Il faut repenser la chose. Voilà, c'est ce qui me semble important de dire, en tenant compte que le climat change, que le cycle de l'eau, il y a d'éminents hydrologues ou hydrogéologues ici, le cycle de l'eau par lui-même ne change pas, mais c'est le statut de l'eau qui change. C'est-à-dire on a de plus en plus d'eau salée et de moins en moins d'eau douce. On a toujours les mêmes quantités d'eau. Donc, on a parlé de la terre, on parle de l'énergie et il faut repenser l'énergie. On parle du paysan qui ne gagne plus assez bien sa vie ou qui ne la gagne pas du tout. Et donc, c'est l'ensemble des choses qu'il faut repenser. Et ce n'est pas une discipline, ce n'est pas les agronomes, ce n'est pas les géochimistes. On est maintenant dans une époque où on passe d'une période de croire à une période de savoir, et on se rend compte que c'est aux marges des disciplines et que c'est par un abord pluridisciplinaire que l'on peut résoudre l'ensemble des problèmes. Quand Bruno parlait des interactions, c'est ça l'interaction. On doit penser la chose à tous les niveaux, au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau des sciences dures, des sciences naturelles, des sciences humaines et sociales. Il faut réfléchir ensemble à des problèmes globaux. Voilà, on n'est plus face à la main, son microscope, son échantillon. On a une réflexion globale à avoir et c'est l'avenir de la science du XXIe siècle. Ceux qui resteront arc-boutés dans leur discipline à vouloir faire fi du monde qui avance à côté ou de la maison qui brûle, croyez-moi, il y a d'autres immeubles et les gens laisseront brûler la maison et le monde continuera. Donc je crois sincèrement, moi je crois beaucoup au progrès humain. Je crois que l'homme n'est quand même pas dingue, n'est pas suicidaire à ce point, mais je pense que la méthode doit être repensée. Oui, merci. Ça me fait une transition avec ce que je voulais ajouter pour donner la parole aussi aux autres intervenants, en insistant sur cet aspect pluridisciplinarité et en soulignant que tout était lié. Je vais reprendre un des exemples que tu as donné sur le kilogramme de vache. Si je me souviens bien, tu as dit qu'il fallait 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilogramme de vache. Il faut à peu près 1000 kg d'herbe pour faire 1 kilogramme de vache sur une certaine durée. Et ça coûte à peu près en moyenne 20 € en boucherie si on achète 1 kilo de viande de vache. Donc on a une sorte de taux de change là, entre un morceau de vache, des euros, de l'eau, de l'herbe, ce qui veut bien dire que tout est lié. On ne peut pas aborder la question des sols, de celle de l'eau, de celle de l'économie, en les coupant en rondelles. Et donc je voulais rebondir là-dessus pour souligner les liens entre biodiversité, la vie, entre l'environnement au sens large, que ce soit les environnements type climatique, qui fait partie de l'environnement, ou les sols, et puis l'économie, pour donner la parole à Gilles sur la biodiversité et la vie, et puis après on passera à l'environnement, au climat, et puis on reviendra peut-être à l'économie aussi. Tout à l'heure, j'écoutais Philippe qui a dit une chose qui m'a beaucoup stimulé. Il a dit un trader produit 50 fois plus de richesse qu'un chercheur, qu'un scientifique. Et je suis professeur des universités, j'enseigne en sciences à Pierre et Marie Curie, j'enseigne à l'école de médecine, à la fac de médecine, j'enseigne à l'AgroParisTech et j'enseigne aussi à l'école vétérinaire à Maison Alfort. Et maintenant, dans mes étudiants, j'ai 75% de jeunes filles. Il n'y a plus de garçons. Alors, ils sont où les garçons?
Et on m'a dit, ils veulent être traders. Alors je comprends maintenant si effectivement, si les mâles deviennent traders, bon, ça ne me rassure pas vraiment pour demain, et que les femmes continuent effectivement à mener les travaux dont on a besoin, bon, le monde est en train de changer finalement. Est-ce que c'est le changement dont on voulait? Je ne sais pas, on peut se poser la question là-dessus. Et c'est vrai qu'on a laissé jouer un gamin avec 5 milliards d'euros. Hein. Il a perdu 5 milliards d'euros un matin. Ça, c'est la moitié du budget public de la recherche pour la France sur des bricolages qui ne sont pas de la biologie qu'évoquait ce matin Hubert Reeves. Et ça, on trouve ça normal. D'autant plus que ces gens-là prennent des risques dont ils n'assument pas les conséquences. Donc, c'est quand même des questions qu'il faut qu'on se pose en permanence sur ce système économique. Et tout à l'heure aussi, Philippe disait, surtout ne laissez pas la nature aux mains des économistes. Je suis assez d'accord avec lui. Et c'était Costanza qui a été signalé ce matin, Robert Costanza, qui fait un papier en 97 dans la revue Nature, qui avait beaucoup plu à nous, écologues. C'est la première fois qu'un économiste regardait un peu ce qu'on avait fait. Alors, ça ne plaisait pas à notre copain Jacques Weber, mais bon, nous, on était contents de voir quelqu'un qui s'occupait de ces questions écologiques. Et Costanza avait calculé que la valeur produite ramenée à un prix, ce qui est compliqué, il ne faut jamais comparer prix et valeur, ce sont des choses bien différentes, mais il disait, si on prend tout ce que la nature nous rend, en gros, il arrivait à quelque chose qui était bien au-dessus, des dizaines de fois, de toute la somme de ces fameux PIB, ces produits intérieurs bruts qu'on peut calculer pour tous les pays du monde. Donc ça veut dire qu'on revient toujours à notre question d'indicateurs. Aujourd'hui, il y a des pays comme le Canada qui ont sorti 14 indicateurs différents de création de richesse. Et on se rend compte que ce PIB, qui a pu l'être à une époque, un indicateur de certain bien-être, en tout cas d'enrichissement général, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Quand vous regardez la pression du PIB français, je ne vous raconte pas, c'est une branche d'hyperbole qui descend. Alors là, effectivement, on devrait être dans une situation assez catastrophique. Et c'est vrai qu'on a d'autres indices de calcul du bien-être. Et tout à l'heure, on disait, arrêtons de croire qu'on va être frustré si demain on vit beaucoup mieux en consommant moins. C'est des vraies questions qui sont sans arrêt, pour nous, très pertinentes. Sur la biodiversité, on a déjà beaucoup parlé, je suis beaucoup intervenu, j'en ai parlé beaucoup de temps cette année ici au collège. C'est vrai que, bon, on l'a dit, l'humain ne peut pas s'en passer, on est dedans. Mettre des prix, ce n'est pas ce qu'on souhaite. N'empêche qu'il faut absolument qu'on trouve un discours commun entre économie, écologie et monde politique. Hein. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été fait sur pourquoi est-ce qu'on n'avance pas. En fait, on le crie dans le désert depuis un certain temps. Hein. Moi, ça fait un bout de temps, d'autres ont crié bien avant moi la même chose. Oui, non, mais je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste, moi. Simplement, je suis réaliste aussi. Ça veut dire que... Je vous ai montré Chauvet. Si je vous ai montré Chauvet, c'est pour vous dire que je crois, effectivement, à un humain capable de faire des choses intéressantes. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de ce qu'il faut qu'on change, on me dit toujours, il faut que ça serve à quelque chose. Je dis souvent, l'humain adore faire des choses qui servent absolument à rien du tout. Pourquoi je vais aller grimper un col en vélo? Ça ne sert à rien. Ou un type va aller monter l'Annapurna en se gelant le bout du nez et les bouts des doigts, ça ne sert absolument à rien. Et je rappelle toujours l'histoire de Guillaumet, qui était le compagnon de Saint-Exupéry dans les Andes. En 1930, un jour de grande tempête, il quitte Santiago pour la Mendoza, en Argentine, et puis le climat est vraiment très mauvais. Il revient ce soir-là, puis il dit « j'ai pas réussi à passer ». Les avions, à l'époque, passaient dans les cols. Hein. On était largement en dessous des pics de la Concagua et des autres. Et il repart le lendemain, le climat n'est pas mieux, et le lendemain, il se crache avec son avion en montagne. Il est habillé comme nous, là. Il a des petites pompes de ville, une petite veste de cuir d'aviateur, et puis un casque sur la tête. Alors on lui dit, mets d'abord le courrier dans un état... Alors l'avion est par terre, enfin par terre dans la neige, hein, il a 4000 mètres. Donc il met le courrier de côté, puis on lui a dit, il faut attendre au bord, près de l'avion. Bon, il le fait, et puis au bout de 3 jours, il se rend compte qu'il ne va pas être sauvé. Il voit Syntex qui passe plusieurs fois dans les nuées, et puis il part du mauvais côté. Et là, ce qui m'a beaucoup plu, justement, sur ces interrelations humains-biodiversité, c'est qu'on va le retrouver 8 jours après. Syntex va le retrouver, il va être sauvé par un berger argentin, alors qu'il est à plus de 8 jours de marche sans avoir pratiquement rien mangé, il est tombé 2 fois dans une crevasse, et il dira à Syntex, ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait jamais fait. Ça m'a choqué au début, et finalement, en réfléchissant bien, oui. Et ce qui est fabuleux, il raconte son histoire. Pourquoi il s'en sort? Parce qu'il est amoureux. Il est amoureux d'une femme à laquelle il pense de façon obsessionnelle. Et puis, à un moment, il est tombé dans une crevasse. Imaginez ce que c'est qu'une crevasse pour un alpiniste équipé. Alors, pour un type qui est en petite veste et en pompe de ville, dont les chaussures sont foutues depuis 3 jours, au fond de sa crevasse, il se dit... il se rappelle que sur la notice de l'assurance, c'est écrit que si jamais elle ne retrouve pas son corps, elle n'aura pas un argent de la part de l'assureur. Il sort de sa crevasse. C'est ça, en fait, l'humain aujourd'hui. Hein. J'aime beaucoup. Elle est fabuleuse. Hein. Admiration sans borne pour Guillaumet. Et il sortira de sa crevasse, alors il sort, puis il dit je vais m'exposer pour qu'on retrouve mon corps. Il ne meurt pas tout de suite, donc il repart, et il s'en sort. Et il sera abattu par un avion allemand en 1940. Et d'ailleurs, la fille pour laquelle il s'était battu l'avait lâché 3-4 années auparavant, elle l'avait laissé tout seul.
c'est des questions vraiment tout à fait d'humanité. C'est pour vous dire simplement que je pense que ces exemples-là, on doit les avoir en tête. L'humain est capable de sursauts absolument fantastiques, et c'est par des anecdotes comme ça, en fait, qu'il faut essayer de maintenir un espoir possible. De toute façon, on n'a pas le choix. Jamais j'ai écrit que l'humanité allait disparaître. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'on est vraiment à la fin, non pas du monde, mais d'un monde. Et bien sûr, évidemment, qu'il faut que tous collectivement, on se mette en place pour changer. Voilà, merci Gilles pour ce beau discours. Alors pour Guillaume, il y a un film en relief qui est au Futuroscope sur son histoire, qui est assez bien foutu. Valérie, pour l'aspect climatique un petit peu. Difficile de rebondir. Moi, en fait, ce qui me rend optimiste, c'est une prise de conscience dans le monde économique, dans le monde industriel, dans les collectivités locales, beaucoup d'actions, beaucoup d'envie d'agir. C'est une prise de conscience très forte de la jeunesse. Et tel que je le vois auprès des étudiants et auprès des lycéens parmi lesquels j'interviens régulièrement, je vois deux tendances. Une tendance qui est celle du repli sur soi, un peu narcissique parfois, et puis une autre tendance qui est une forte volonté de coopération, de transformation, une autre construction de ce que sera la réussite sociale de demain, qui intègre le respect des autres formes de vie, je dirais, à travers la biodiversité, qui intègre aussi une vision du monde avec l'envie finalement d'éviter certains futurs qu'on ne souhaite pas. Et je partage tout à fait l'analyse que les projections, les travaux de recherche, c'est pas ça qui transforme le monde en fait. Ce qui transforme le monde, c'est avoir une idée de ce vers quoi on veut aller et aussi de ce vers quoi on ne veut pas aller. C'est vraiment ces deux volets-là. Et c'est pour ça que quand je parlais d'atténuation, je parlais d'inacceptable, quelque part. Et l'inacceptable, c'est aussi les conséquences sur le long terme, etc. Et puis, l'inévitable. Et dans la communication, dans les discussions sur le climat, les choses du type sauver la planète, tout ça, c'est fini complètement. La question, c'est comment on va trouver un compromis ensemble, un mix entre l'atténuation et l'adaptation et qui soit accepté par tous et avec des mix différents par pays et au cours du temps. Et les modes de fonctionnement politique, finalement, qui vont permettre de construire ce consensus, ils sont à imaginer, je crois. Ils sont à imaginer dans un cadre démocratique chez nous et dans un cadre non démocratique chez certains de nos grands voisins aussi.